Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur de l'algèbre linéaire. Aujourd'hui, on va parler de la notion de base. Donc, c'est une notion importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de décomposer évidemment tout l'espace comme une combinaison linéaire de la famille de cette base. On va voir ce que c'est une base plus précisément après. Deuxièmement, elle va nous permettre de faire le pont entre les matrices. Il n'y a pas que cette notion-là, mais entre les matrices et les applications linéaires qu'on verra un peu après. Donc, tout va se passer autour d'une base. On va vraiment travailler autour d'une base. Ça va être un espace de travail très important pour plus tard et pour toute l'algèbre linéaire même. Donc voilà, je vais expliquer ce que c'est intuitivement une base. Donc nous voici. Donc on va travailler sur un espace, toujours sur un espace vectoriel. Donc je vais choisir le plan comme à mon habitude dans R2. Donc on avait vu que pour avoir une famille génératrice, il me fallait au moins deux vecteurs non collinéaires. C'est le plan R2. Donc il me faut au moins deux vecteurs pour pouvoir attraper tous les points du plan. Donc on va prendre ce vecteur-là et ce vecteur-là en vert. Donc on avait vu que ça, c'est une famille génératrice. On va, admettons que je rajoute un troisième vecteur, que je vais vite supprimer. Donc ce vecteur rouge ne sert à rien. Et donc là, c'est la famille de trois vecteurs ici n'est pas libre. Donc si j'enlève un des vecteurs, je peux enlever le. Tant que deux vecteurs ne sont pas collinaires, évidemment, je peux enlever n'importe lequel. Donc je vais enlever le rouge. Et donc là, ça, c'est une famille libre. Ça, c'est une famille libre parce que si j'ai une combinaison linéaire nulle, c'est-à-dire que chaque coefficient devant le vecteur en question est nul. Donc ça, c'est une famille libre. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que chaque point du plan, je ne peux l'écrire que d'une seule façon avec mon vecteur bleu et mon vecteur vert. Donc là, ce point-là, je peux l'écrire que d'une seule façon entre mon vecteur bleu et mon vecteur vert. Donc tout l'espace engendré par ces deux vecteurs peut être écrit d'une seule façon comme combinaison linéaire des vecteurs bleus et des vecteurs verts. Donc ça, la famille de mon vecteur bleu et de mon vecteur vert, ça c'est une famille libre. Elle est libre et elle est génératrice. Donc quand on a ces deux conditions, ces deux définitions respectées sur une famille de vecteurs, on dira génératrice de E, que c'est libre. Donc c'est génératrice de E. Donc ça va, ce qu'on va dire, c'est une base de E. Donc une base de E, tout vecteur de E, donc de R2 ici, pardon, base de R2 ici. Dans mon exemple plus précis, donc tout vecteur de R2, tout point du plan, tout vecteur de R2 peut être écrit comme une combinaison linéaire de mes deux vecteurs, et tout point du plan peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on a une base. Et oui, voilà. Donc c'est ça la définition d'une base. Donc on connaît tout de suite une base très connue, qui va être la base canonique de R2. Donc ça, c'est la base canonique de R2. Parce que si je prends n'importe quel point du plan, donc je vais prendre XY, ça va être un point de R2. Donc on va dire que XY, c'est le point rouge, il est là. Et bien XY, il va s'écrire comme combinaison linéaire de ma base canonique. Base canonique, pardon. Donc en effet, ça va être donc X facteur de 1, 0 plus Y point 0, 1. Et donc XY, ça c'est égal à XY. Et ça, c'est vrai pour tous les points du plan, pour tous les points de R2. On peut faire la même chose sur R3, c'est vraiment très très similaire. Pour Rn, ça se généralise. Donc maintenant, on va travailler sur les polynômes. Je vais prendre un polynôme de degré n, puissance n plus alpha puissance n plus b alpha n moins 1, x puissance n moins 1. Voilà, plus nanana, plus alpha 1, x plus alpha 0. Donc ça, c'est un polynôme degré n.
Donc, il est dans Rn crochet X. Donc, une base canonique, elle est donnée elle est très connue, c'est 1. On prend une constante, généralement on prend 1. X puissance n, x puissance 2, pardon, nanana, jusqu'à x puissance n. Et donc, tout vecteur, tout polynôme de degré n, au maximum au plus n, peut être décrit comme à partir juste de ces monômes-là. Donc, c'est très logique, hein, parce que là, les coefficients ici, ils sont déjà donnés. Donc, ça, en fait, donc je vais prendre P, un polynôme de R crochet X. Il s'écrit évidemment, donc P de X, il s'écrit évidemment comme une combinaison linéaire alpha I pour I allant de 1 à de 0 pardon, à n des xi avec alpha I un élément de R. C'est un polynôme de Rn. Donc, tout polynôme de degré au plus n s'écrit comme une combinaison linéaire de cette famille-là. Et elle est unique, évidemment. Parce que on peut en prendre deux, on identifie chaque coefficient et là, l'histoire est réglée. Donc voilà. Donc voilà en gros ce que ça permet les bases. Donc on verra d'autres propriétés un peu sous-jacentes, comment on montre qu'on a une base. Qu'est-ce qu'on fait avec les bases, on verra ça une autre fois, mais en tout cas, voilà. Donc on va donner plus de rigueur à tout ça. Donc voilà, on va donner une définition. On dit qu'une famille EI, pour I un ensemble d'indices, hein, quand I un ensemble d'indices, on s'en manque un peu hein, de ce qu'est grand I. Donc on va prendre E un cas espace vectoriel et EI une famille de vecteurs de E. Donc cette famille, c'est une base de E si et seulement si cette famille est libre et génératrice de E. Donc la base canonique qu'on vient de décrire et après ça c'est la base des polynômes d'au plus de degré 2 quoi. Donc c'est une combinaison linéaire de ces trois monômes-là. Donc un théorème très important, c'est ce qu'on l'avait intuité, c'est que tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de cette famille-là. Donc en fait, le souci, c'est qu'on peut avoir, là, j'ai pas indexé par un index fini, parce qu'on peut avoir des familles infinies qui sont des bases. Notamment pour les polynômes. Si j'enlève la condition du degré, famille de polynômes, la base, on la connaît. Enfin, on peut la connaître. C'est juste les monômes qui continuent perpétuellement. Hein. Ou n tend vers plus infini, bon, c'est pas très propre, mais voilà. Et donc, on peut avoir des bases infinies. Et donc, c'est pour ça que je suis obligé de m'embêter avec cette notation-là, où I, ça peut être un ensemble infini. Donc, ça ne change rien à la preuve. Hein. C'est juste que les lambda I, en fait, ici, ils peuvent être tous nuls. Donc, ils peuvent être presque tous nuls. Voilà, c'est tout. Et donc, je peux faire une somme infinie, mais en fait, vu que les lambda I sont presque tous nuls, on prend ceux qui sont positifs et on a une somme finie. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, on va faire la preuve. Donc on va supposer que on prend E un cas espace vectoriel et EI une base de E. Donc on va supposer, à partir de notre première définition d'une base, que c'est une famille libre et génératrice. Donc, on suppose que la famille des EI, c'est une famille libre et génératrice. Donc vu que EI est générateur de E, on les garantit l'existence d'une combinaison linéaire pour X. Donc ça c'est bon. Et on va supposer qu'il y en a deux maintenant. Donc on suppose qu'il y a deux familles presque nulles, lambda I et mu I, telles que leurs combinaisons linéaires sont égaux. Et dans ce cas-là, je fais passer le mu I de l'autre côté. Vu que c'est le même indice d'indexation, il n'y a aucun souci. Hein.
je factorise par EI égale 0. Et ça, vu que EI, en fait, c'est une famille libre, forcément, que pour tout I dans grand I, lambda I est égal à mu I. Et dans ce cas-là, on a montré l'unicité et l'existence. Et oui, voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va supposer notre deuxième définition, c'est que tout vecteur de la base, tout vecteur de E s'écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base, avec lambda I, une famille presque nulle. On suppose ce théorème-ci. Donc, vecteur de EI, c'est égal à E, car tout vecteur de E, c'est une combinaison linéaire de cette famille-là. Du coup, ma famille est génératrice. De plus, c'est libre parce que EI, le vecteur nul, c'est une combinaison linéaire. C'est où tous les coefficients sont nuls. En fait, 0 fois EI 0 plus 0 où je mets tous des zéros, quoi. Je remplace tous les lambda I par des zéros, ça me fait le vecteur nul. Donc, vu que j'ai l'unicité, en fait, ça veut dire que en fait, bah, la famille est forcément libre. En fait, chaque décomposition est unique, et du coup, la famille est libre. Donc voilà, pour la preuve. Maintenant, on va donner des exemples de bases très connues. Les bases canoniques pour le Rn, voilà, donc R2, R3, Rn. Donc, c'est la famille des EI, et on met un 1 à la IM composante. Tout simplement, et après, donc là, la première composante, c'est un 1, la deuxième composante, c'est un 1, et après, je mets que des zéros, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est la base la plus connue pour Rn. C'est des polynômes, je viens de la dire. Après, pour les suites, il n'y en a pas vraiment. Pour les fonctions, il n'y en a pas vraiment de simple. Pour les matrices, on en verra. On la verra plus spécifiquement dans une autre vidéo. Pour les polynômes, on l'a vu. Donc, ouais, non, c'est bien. Maintenant, une définition assez importante, les coordonnées dans une base. Donc, ce qu'on a l'habitude d'appeler coordonnées, c'est ce qui est à l'intérieur ici, mais en fait, c'est pas vraiment exact. Vu qu'en fait, on travaille très souvent dans la base canonique, les coordonnées se confondaient avec ces coordonnées-là. Donc, je vais être plus précis juste après. Donc, on prend X, un vecteur de E, et une base E1, En de E. Donc, X, il s'écrit évidemment comme une combinaison linéaire de la famille, avec des lambdas, des scalaires quelconques. Mais ces scalaires-là, ils ont un nom. C'est ce qu'on va appeler leurs coordonnées, les coordonnées de X dans la base E1, En. Donc, les coordonnées dépendent de la base. Ils dépendent de deux choses. Du vecteur en question, évidemment, et ils dépendent aussi de la base en question. Parce que si on change la base, ça change vraiment toutes les coordonnées. Donc ça, c'est ce qu'on verra plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est très très important, la base dans laquelle on travaille. Donc voilà. Je vais donner un exemple. Ça, c'est des choses assez basiques qu'on peut demander, que les profs aiment bien demander. Déterminer les coordonnées de 5, 3, 8 dans la base, une base quelconque. En fait, 90% des cas, il faut résoudre un système. C'est ce qu'on fait. Donc, 5, 3, 8, il s'écrit comme une combinaison linéaire de deux éléments de notre base. Donc après, généralement, on demande de montrer que c'est une base. On va dire qu'on l'a fait. On a montré que c'est une base. Et maintenant, 5, 3, 8, il s'écrit comme une combinaison linéaire euh, de ces vecteurs-là, des vecteurs de la base. On résout le système. Donc, lambda 1 plus lambda 3, ici plus. Il y a un 2 ici. Hein. J'ai vraiment oublié un 2. Bon, plus 2 lambda 3. J'ai fait une erreur. Hein. J'ai oublié un 2 ici. Plus 2 lambda 3 égale 5. 2 lambda 1 plus 2 lambda égale 3. Et 3 lambda 2 plus 3 lambda 3 égale à 8. Après résolution, en fait, j'ai mal choisi. J'ai choisi des nombres au hasard. Ça m'a donné ça. Donc c'est moche, mais j'ai pas voulu vraiment alourdir l'exemple. Donc après résolution, on a ça. On fait un pivot de Gauss ou même pas. Il n'y a même pas besoin ici. Hein. On simplifie ici. Deuxième 3. Oui, on fait un semi-pivot de Gauss. Bon. On résout le système et on a ça comme coordonnées. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on trouve les coordonnées dans une base. Pour l'instant.
Il y aura une méthode plus rapide. Donc, on va donner des propriétés sur des familles libres et les familles génératrices et sur les bases. Donc ça nous permet, c'est rare qu'on va utiliser ces propriétés-là pour montrer qu'on a une base, mais ça peut arriver en exercice. On aura un guidage généralement, donc c'est des propriétés à connaître. Et donc, c'est ce qui sont très très intuitives aussi, hein, on va pas se mentir. Donc, on prend E, un cas espace vectoriel. Une famille libre maximale, c'est une base. Et inversement, une base, c'est une famille libre maximale. Donc, ce que je veux dire par famille libre maximale, c'est que si j'ajoute ne serait-ce qu'un vecteur de E, ce n'est plus une famille libre. Qu'importe lequel. Donc, si j'ajoute un vecteur de E, alors il y aura collinéarité avec un vecteur de la famille. Et donc, ça, on ne veut pas parce qu'on perd la liberté de la famille. Et donc, vraiment, donc si j'ajoute ne serait-ce qu'un vecteur dans la famille, ce n'est plus une famille libre maximale, donc c'est plus une base. Donc, mais c'est pas parce qu'on ajoute un vecteur que ça y est, on perd la liberté de la famille. Ça dépend. Parce que ça dépend du contexte. Admettons qu'on travaille dans R3, je prends le vecteur de la base canonique 1, 0, 0, j'ajoute 0, 1, 0, c'est toujours une famille libre. Et j'ajoute un vecteur. Donc, il faut vraiment que on soit vraiment au maximum de la liberté. C'est bizarre à dire, mais il faut vraiment que notre famille libre soit la plus grande possible pour que ce soit une base. Donc, c'est très, très intuitif. Donc, ça se prouve assez bien. Donc, on va prendre soit EI. Donc, je prends une famille de vecteurs EI identique, une famille maximale de E. Donc, je prends X, c'est un élément de E. La famille, j'ajoute le vecteur X à ma famille. Hein, ce n'est plus une famille libre parce qu'elle est maximale. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle est liée. Donc, ainsi, il existe une famille de scalaires lambda I union mu, presque nulle, telle que une combinaison linéaire soit nulle. Et où tous les lambda I ne sont pas tous nuls, non tous nuls. En fait, j'aurais dû préciser non tous nuls. Là, presque nul, c'est faux. Ah, j'ai fait une bêtise là. Non tous nuls. J'ai abusé. C'est ma faute. Bon, c'est pas grave. On avance, la vie continue. Donc 2 plus mu est non nul, car sinon ce serait lié en fait. Si mu était nul, et que en fait j'avais supposé que les lambda i sont pas tous nuls, et si lui il est nul, c'est-à-dire que là au moins il y a un truc qui n'est pas nul. Et donc ça veut dire que en fait, si lui est nul, en fait la famille EI est liée. C'est impossible parce qu'elle est libre. Donc mu est pas nul, dans ce cas-là, car sinon ce serait lié. Donc mu est différent de 0 et je vais diviser par mu. Et je vais isoler x de l'autre côté. Hein. Donc je fais moins x divisé par mu, ce qui me donne ça. Donc moins lambda i sur mu égale EI. Donc x, en fait, pardon. Donc EI, en fait, c'est générateur de E. Donc, parce que i, je pouvais prendre n'importe quel vecteur de E, j'aurais trouvé une combinaison linéaire des EI. Et donc, ça veut dire que la famille libre maximale est génératrice. Donc, vu qu'elle est libre et vu qu'elle est génératrice, c'est une base. Voilà. Maintenant, on passe. Ah oui, la réciproque, pardon. Si j'ai une base, c'est une famille libre maximale. Donc, admettons que j'ai une base et que je vais rajouter un vecteur. Donc, je sais déjà que c'est une famille génératrice et que c'est une famille libre. Donc, admettons que je rajoute un vecteur dans ma base. Donc, c'est assez simple. Hein, je rajoute x, un vecteur dans la base. Donc, en fait, vu que x, vu que j'ai déjà une base, x, il s'écrit déjà comme combinaison linéaire des lambda i EI. Pardon. Donc, x plus moins ça, ça me donne le vecteur nu. Donc, la famille est liée. Hein. Il n'y a pas besoin de cette Zumba-là pour montrer ça. On aurait pu juste le dire, hein, ça passait très bien, mais voilà, je voulais être plus rigoureux. Donc, toute surfamille d'une base est liée, ce qui montre la maximalité de la famille, tout simplement. Donc, famille libre maximale. Donc, une base, c'est une famille libre maximale, tout simplement. La propriété analogue, c'est qu'une famille génératrice
est une base si elle est minimale, et inversement, évidemment. Donc, on avait vu que pour décrire le plan R2, on avait besoin que 2 vecteurs. Si je rajoutais avec le vecteur rouge de tout à l'heure, si je rajoutais un troisième vecteur, on aurait pu écrire plein de points comme une combinaison linéaire de façon différente, certes, mais on perdrait l'unicité. Donc à ce moment-là, si on perd l'unicité, c'est qu'on perd la liberté de la famille. Et donc si on perd la liberté de la famille, c'est pas une base. C'est pas une base du tout. Donc voilà, donc il faut vraiment avoir la famille génératrice la plus petite possible pour avoir, euh, le fait que la famille soit une base. Donc la preuve est similaire à la première. On va supposer qu'on a une base B et on va considérer une sous-famille stricte de B. Donc grand F, une sous-famille stricte de B. Donc grand F, vu que c'est une sous-famille stricte d'une famille libre, en fait une sous-famille d'une famille libre, c'est libre, donc grand F est libre. Et donc si grand F est génératrice, alors F serait une base. Donc grand F serait une base, oui, parce qu'elle est libre. Et si grand F est génératrice. Si grand F est génératrice, bah, vu qu'elle est libre, c'est une base. Donc grand F serait une famille libre maximale. Or B, c'est une surfamille. Ouais, c'est ça, j'utilise la première propriété. Or B, c'est une surfamille libre de F, c'est impossible d'après le théorème précédent. Donc grand F n'est pas génératrice. Du coup, ainsi on a une base, grand. euh, donc en fait, une base, c'est une famille génératrice minimale, parce que toutes les sous-familles de ma base ne sont pas génératrices. Voilà. La réciproque, on va supposer qu'on a une famille génératrice minimale. Donc montrons que, on va essayer de montrer qu'elle est libre. Donc montrons que c'est une base, il faut juste montrer qu'elle est libre. Donc si G est libre, on a fini. Bon, on va supposer que G est lié. Ma famille grand G est liée. Donc si grand G est lié, il y a une combinaison linéaire où les lambda i ne sont pas tous nuls, hein, qui me donne le vecteur nul. Donc sans perdre de généralité, je vais supposer que le premier scalaire est non nul. Donc je vais diviser par ce premier scalaire. E1, il serait écrit comme ça. Donc c'est une combinaison linéaire des vecteurs d'avant sans E1. Donc en fait, c'est-à-dire que on avait vu sur les familles génératrices que vecteur de G c'est égal à vecteur G privé de 1. Et donc ça va dire en fait que G, c'est pas une famille libre, famille génératrice minimale. Parce qu'on a trouvé une famille plus petite strictement qui génère E. Donc à ce moment-là, c'est absurde, simplement. Donc G est libre et c'est une base. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la notion de dimension qui aura sa propre vidéo à elle. On va appeler dimension d'un espace vectoriel le cardinal d'une de ses bases. Donc on avait vu que pour le plan, d'ailleurs il y a une faute, c'est R2 à l'intérieur du dim. Pour le plan, c'était 2, parce qu'il nous fallait que 2 vecteurs pour décrire tout le plan. Pour la droite réelle, il faut qu'un seul vecteur. Donc je prends par exemple le point 1, et je peux multiplier par n'importe quel scalaire réel. Dans ce cas-là, je peux décrire toute la droite réelle. Pareil pour l'espace R3. Je prends 3 vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Avec ces 3 vecteurs, je peux décrire tout l'espace. Et donc pareil pour les polynômes. Les polynômes, il faut faire un peu plus attention. Par exemple, les polynômes de degré au plus 2, en fait, c'est 3. C'est toujours n plus 1. Parce qu'en fait, il y a des constantes. On commence à 0 pour. Enfin bref, on s'en fiche, mais il y a 1, x et x2. Il faut 3 monômes pour décrire tous les polynômes de degré au plus 2. C'est pour ça que le degré est 3. La dimension est de 3, pardon, pas le degré. Donc voilà. Donc la dimension, c'est le cardinal d'une base. Mais la question qu'on se pose, c'est attention, attendez, si admettons que j'ai une base infinie, bah, la dimension, c'est plus l'infini. Mais en fait, on n'a pas montré des choses très importantes. On n'a pas montré quoi? Déjà, est-ce qu'on a toujours une base?
Est-ce que pour tout espace vectoriel, on a une base ou pas? Ça, c'est une chose. On va le faire dans la prochaine vidéo. Et encore, on va le faire à moitié. On va supposer qu'on est dans un cadre un peu plus restrictif. On va supposer qu'on est en dimension finie. C'est-à-dire, on va supposer que la base admet que l'espace vectoriel admet une famille génératrice finie. Ça, on le fera. Donc oui, on va dire que oui, grosso modo, toutes les bases, tous les espaces vectoriels en dimension finie admettent une base. Donc ça, on va le montrer. Et on va montrer aussi que une chose qu'on n'a pas montré, c'est qu'on n'a pas montré que, admettons qu'on ait deux bases, est-ce que les deux bases ont le même cardinal? Ça, on l'a pas montré. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un peu plus simple. Mais voilà. Pour l'instant, on peut pas vraiment parler de dimension parce qu'on n'a pas justifié ces deux choses qui sont primordiaux pour montrer qu'on a pour utiliser la notion de dimension. Et la notion de dimension, elle va nous simplifier beaucoup la vie, notamment pour montrer qu'on a une base. Donc voilà. Et pour d'autres choses aussi, hein. Il y a les théorèmes Durand qui vont découler vraiment de la notion de dimension. Le rang aussi, la notion de rang qui va découler. Enfin bref, beaucoup de choses très 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 vastes qui vont découler de la notion de dimension. Donc en gros, en deux mots, ce que c'est la dimension, c'est le nombre de vecteurs dont j'ai besoin pour décrire tout l'espace, tout simplement. Voilà, ce qui va conclure la vidéo. La prochaine fois, on va travailler sur la notion de dimension, on va s'adapter là-dessus. On va juste, comme je l'ai annoncé, justifier l'existence de la dimension dans l'espace vectoriel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne soirée, au revoir.